Grand homme, bonsoir à vous qui nous suivez nombreux. En ce moment, nous allons tout au long de cette émission vous faire découvrir un grand parmi les grands et vous allez connaître par ses réalisations, connaître à fond notre invité. Peut-être il va aussi nous donner sa vision sur concernant notre pays, hein, surtout. Et lui va aussi nous parler de tout ce qu'il a comme point de vue sur les questions d'actualité. Voilà, alors il est là, on le reçoit. Je vais m'en vais d'abord saluer notre invité et lui-même va se présenter pour que vous puissiez être peut-être connaître à fond notre invité de ce soir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous et aussi bonsoir à toute votre équipe technique et administrative. Et j'en profite aussi pour lancer un petit coucou à tous vos téléspectateurs et aussi téléspectatrices, voir ceux qui vous écoutent au niveau de la radio. Très bien. Alors, on peut connaître déjà notre Dieu. Comment? Votre nom? Gandhi Kassende Bokabo. Qui est Gandhi Kassende? Gandhi Kassende Bokabo, c'est un fils du pays, des pères et des mères, comme on le dit ici au Congo. Pourquoi vous insistez? Pourquoi j'insiste? Pour dire, parce que souvent quand nous venons d'Europe, d'Asie ou d'ailleurs, on nous qualifie des diasporas, c'est les noms justes, mais souvent les gens pensent qu'on n'est plus congolais puisqu'on a vécu là-bas, en Europe, en Amérique ou ailleurs. Je suis resté du pays, du Congo, avec toutes mes pensées pour le Congo, avec aussi l'espoir un jour de servir ce pays dans les différents domaines dans lesquels j'ai une certaine expérience. Et vous avez quitté le Congo il y a combien d'années déjà? Bientôt 50 ans, puisque je suis parti en 74. Vous étiez peut-être pas né encore. 74, qui est une année importante pour moi, puisque 74, ça correspond au combat Ali Foreman, organisé à Kinshasa au stade Raphaël, 20 mai aujourd'hui. Mon père habite même à proximité, à Imo, Congo. Et 74, c'est également le moment où la première équipe d'Afrique noire a participé à la Coupe du Monde. Et c'est cette année où je suis allé à Paris pour continuer mes études, d'abord à l'école et ensuite en faculté au niveau de l'université. Et vous avez fait quelles études? J'ai fait plusieurs études. En fait, j'avais une boulimie, une envie de connaître, qui continue toujours aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai fait d'abord les études, après l'école, j'ai fait les études de relations internationales. J'ai continué en droit international, puisque c'est deux domaines différents mais complémentaires. J'ai fait l'école de journalisme, puisqu'au départ, je m'étais destiné pour la presse écrite. J'aimerais vous poser des questions par rapport avec ce que vous avez fait comme études. Oui. Donc, vous avez fait d'abord le droit. Non, les relations internationales d'abord, ensuite le droit international, le journalisme, et enfin le droit, sciences politiques, au niveau du 3e cycle. Alors, vos différentes études pourront comme ça nous permettre aussi d'avoir quelques expertises de votre part concernant d'abord le journalisme. Comment est-ce que vous trouvez nos journalistes congolais, le travail qu'ils ne cessent d'abattre? Est-ce qu'il y a des inconvénients, il y a des couacs que vous pouvez énumérer et comment pourront-ils orienter leur travail? C'est un métier intéressant, le journalisme d'abord. Je vous salue, presque tous ceux de journalistes que je rencontre, je vous salue. C'est-à-dire, il y a une certaine abnégation par rapport à vous. C'est une vocation réelle. Puisque autant le journalisme en France ou dans la plupart des pays développés, ça apporte beaucoup pour les gens qui sont dans le domaine. Non seulement au niveau de la culture, mais aussi sur le plan financier. Il n'est pas rare de rencontrer des journalistes qui touchent 5 000 euros minimum. La plupart sont dans les 10 000, 20 000, voire même certains qui présentent le journal télévisé. Il y en a qui arrivent à 100 000, voire au-delà. La société est tellement organisée qu'un journaliste gagne bien sa vie. Puisque pour être journaliste, parmi les critères, il y a le fait que le 2/3 de son salaire, ce soit une rétribution du métier. C'est-à-dire un bon journaliste, et c'est le journaliste qui est reconnu sur le plan officiel pour avoir la carte de presse, il doit avoir le 2/3 de ses revenus provenant de sa profession. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ici. Les journalistes sont sous-estimés, sous-payés par rapport aux services qui rendent non seulement aux institutions, mais aussi aux services qui
et rendre au niveau des populations. Vous êtes à l'intermédiaire entre le pouvoir politique, économique et et social. Vous êtes aussi l'axe qui permet à nos populations d'être formées et informées. Donc on doit vous rendre hommage, comme on doit rendre hommage aux sportifs qui font beaucoup pour la grandeur du pays, mais qui sont mal vus, mal rémunérés. Alors, cela n'est pas fait sciemment, parce que on faisait une étude comparative, enfin, c'est pas une étude comparative, une simple comparaison avec le journaliste internationaux. En Afrique, les journalistes sont de messieurs, quand je dis minables, c'est trop fort, mais ils sont là. Ils ne sont pas pris à leur hauteur. Alors, à la hauteur ça de ne ce que... fragilise pas l'Afrique en tant que telle, notre continent, parce que nous dépendons que les informations venues de l'extérieur. Ça fragilise d'abord le gouvernement. Notre État est fragilisé. Nos gouvernements sont fragilisés. Nos populations sont fragilisées, puisque nous dépendons de l'extérieur. On ne peut pas être audible quand on n'a pas les moyens. Puisque un bon journaliste, c'est lui qui peut, du moins, votre télévision doit avoir des correspondants un peu partout au pays. Si possible, en Afrique, voire même en Europe. Aujourd'hui, il n'y a aucun média qui a ces moyens. Pour qu'il y ait ces moyens-là, il faut à la fois un apport des entreprises, des presses comme la vôtre. Il faut vous associer. Il faut créer des groupes importants de médias. Non seulement les entreprises de médias se mettent ensemble, que chaque patron devienne actionnaire au pourcentage qu'il peut mettre au niveau de l'entreprise de presse, mais que l'État aussi apporte quelque chose au niveau de vos médias, de nos médias. Mais il faudra aussi, au-delà de l'État, au-delà des chefs d'entreprise, qu'il y ait aussi de grands groupes, comme les sociétés de téléphonie et autres, qui s'impliquent au travers de la publicité, par exemple, pour faire en sorte qu'on ait quelques 2, 3, 4, 5 groupes importants, des télévisions, des radios, qui travaillent en synergie avec des moyens, des journalistes mieux payés, mieux rémunérés, en leur donnant les moyens d'être présents là où les faits se passent. Il ne faut pas qu'ils attendent que ce soit l'Agence congolaise de presse, l'AFP pour les Français, ou le Reuters pour les Anglais et autres. Il ne faut pas dépendre simplement des agences de presse. Il faut aussi que vous ayez vos correspondants, qu'ils soient instituteurs, qu'ils soient d'autres journalistes, d'autres médias qui y a en province, etc. Il faut toute une organisation et aussi des moyens énormes pour faire de votre domaine qui est la presse, au lieu que ce soit le quatrième pouvoir. Moi, je vais toujours à contre-courant par rapport à ce que les gens appellent la presse comme quatrième pouvoir. Moi, la presse, c'est un pouvoir à part entière, qui n'est pas le quatrième pouvoir, puisqu'il ne vient pas suppléer ou compléter le législatif, le législatif ou le gouvernement, ou etc. C'est un pouvoir à part, qui peut faire et défaire le gouvernement, qui peut faire et défaire le Parlement, qui peut faire et défaire... D'ailleurs, vous avez Kiosque. Kiosque, c'est un des médias importants, comme Top Congo et autres. Vous avez fait et défait certains hommes politiques. Vous ne prenez pas conscience. Beaucoup sont aujourd'hui députés ou mandataires. C'est grâce et au travers de votre média. Donc vous avez un pouvoir qui n'est pas le quatrième. Il ne faut pas vous estimer. C'est un contre-pouvoir. Votre média a travaillé beaucoup pour que le régime change. Il ne faut pas vous le cacher. Kiosque a travaillé beaucoup. Vos différentes émissions ont participé à défaire le régime passé. C'était une grande contribution parmi les contributions au moment où il n'y avait pas totalement la liberté de presse. Donc il y a non seulement un travail à faire en interne, vous associer, vous regrouper pour vous donner plus de moyens humains et de moyens matériels et financiers, mais que le gouvernement s'implique, que les entreprises privées qu'il y a au Congo, qu'il n'y en a pas beaucoup, s'y impliquent aussi. Très bien. Alors, M. Ngandi Kassende, alors évoluons parce que Kassende, je prends un mot, jamais, je crois que c'est bien écrit là, Kassende, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est votre nom. Ouais. Voilà, Ngandi Kassende. Ngandi Kassende, oui. Très bien. Bakabo. Alors, Bokabo Moro Jambé. Alors, c'est un peu de revoir. Alors, rapidement, vous avez aussi fait quelle science encore? J'ai fait sciences politiques. Sciences politiques. Ouais. Avons-nous réellement des politiciens ici au Congo
Nous avons des politiques, oui. Des vrais politiciens, non. Comment ça? Il y a une nuance. Argumenter. Il y a une nuance dans le sens où ils sont politiques par le fait qu'ils ont pu être nommés ministres, ils ont pu être élus d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas définir, députés, sénateurs ou mandataires, surtout pour ceux qui sont au niveau du Parlement, c'est-à-dire Sénat et Assemblée nationale et gouvernement. Ils sont du moins politiques, puisqu'ils sont des hommes politiques. On ne peut pas les nier. Mais est-ce qu'ils sont réellement des politiciens dans le vrai sens? Là, vous généralisez ou il y a une particularité aussi? Je généralise dans le sens où, dans toute généralité, il y a des exceptions. Et ces exceptions-là confirment la règle générale. En règle générale, nous n'avons pas des vrais politiciens. Donc, comme on peut dire par ailleurs, des hommes d'État, il n'y en a pas beaucoup. Donc, la majorité, c'est des gens qui viennent pour eux, pour le pouvoir et les avoirs que leur donne le pouvoir qu'ils ont en tant que députés, ou ministres ou autres. Voilà. Très bien. Alors, on va continuer. Sciences politiques, vous l'avez fait, oui. Et vous avez aussi fait d'autres études aussi importantes. Et moi, je veux peut-être aussi avoir de votre part votre contribution, parce que vous savez, 63 ans après l'indépendance, nous devons nous poser la question, celle de savoir si le Congo a besoin de quel genre de politique pour son émergence, donc au vrai sens du mot. Ben, on a, disons, la vie politique, c'est un peu ce que vous faites au niveau de la presse, du journalisme. Il faut déjà aimer ce qu'on fait. Il faut le faire par rapport au fait de rendre service au public. Ce service que vous rendez au public, vous le rendez à la fois pour le gouvernement, mais vous le rendez pour nos populations. C'est-à-dire, vous ne regardez pas votre montre. En général, vous travaillez au-delà de 8 heures par jour. Oui, c'est ça. Au-delà de 8 heures par jour. Juste après ici, il y a l'ouverture des jeux de la francophonie. Jeux de la francophonie. Ouais. On doit passer presque... Au-delà même chez vous, vous êtes toujours vous êtes toujours en train de cogiter, de réfléchir ce que vous allez faire demain, etc. Votre métier, le métier d'enseignant, le métier de médecin, c'est des métiers nobles. Il nous faut des hommes politiques nobles, des gens qui soient comme nos enseignants de l'école primaire, un peu ceux du secondaire. C'est des gens qui façonnent en fait la société. Nous avons besoin des hommes politiques qui viennent au pouvoir, à la politique, pour rendre service au peuple. Le peuple, c'est un mot flou, mais aux populations, puisqu'on sait compter les populations, qui doivent venir rendre service comme à l'époque les prêtres rendaient service au nom de leurs églises catholiques ou protestantes. Je parle de ceux-là, je me limite là. Il faut beaucoup d'abnégation. Il faut que ce soit une voie sacerdotale. Je ne viens pas pour gagner de l'argent, je viens pour rendre service. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des hommes politiques qui viennent regarder pour la députation nationale. Il y a 500 places. Mais près de 20 000 personnes pour cette pour pouvoir les élections. Ça pose un année, problème. donc, électorale. Il y a floraison des candidats députés. Il y a floraison des églises. Ça pose un problème. Le nombre d'églises ici dans ce pays dépasse le nombre d'entreprises que nous avons. Le nombre de députés, ceux qui veulent formuler leur demande pour devenir députés, c'est plus que des entreprises que nous avons. Ça pose un problème. Moi, je dis, nous marchons comment? Nous marchons sur la tête. Ces gens-là ne peuvent pas imaginer créer des entreprises. Ils attendent toujours recevoir de l'État. Sans se poser des questions, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, puisque parmi ces gens-là, il y a des chefs d'entreprise. Pourquoi ne pas se focaliser à leur démarche dans le sens de développement de leur entreprise? Quand ils sont enseignants, pourquoi ne pas se donner les moyens pour pouvoir mieux enseigner à l'université ou ailleurs? Quand ils sont médecins, s'ils deviennent députés, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils auront le don d'ubiquité, le fait d'être présents au Parlement et dans leur cabinet, on n'a pas déjà assez de médecins? Ça pose un problème. Moi, je suis pour qu'on réduise dans l'avenir le nombre de députés nationaux et provinciaux qu'on supprime. Les députés nationaux, il ne faut pas qu'ils touchent plus de 5 000 $. Si tu touches 5 000 $, il faut que le dernier huissier de la fonction publique touche 500 $. Il faut qu'on ait des salaires de 1 à 10. Comment on peut avoir un député qui touche 21 000 $ alors qu'un enseignant a moins de 200 $? Les médecins ont du mal à avoir 500 $ à la fin du mois. Ça pose un problème.
Il faut réduire non seulement le nombre de députés, réduire leurs émoluments, donc leur salaire. En ce moment-là, on verra qui vient pour rendre service à la nation ou non. Même pour les ministres, je pense que ça doit être pareil. Un ministre ne doit pas toucher plus de 5 000 $, entre 5 000 et 10 000 $. On verra qui va venir là-bas pour rendre service à la nation. Mais quand on donne des émoluments importants, ils viennent, comme, excusez-moi de trouver comme référence Kofi, c'est quand même une personnalité du monde musical, culturel, qui a dit combien de ministres font les rapports mensuels de ce qu'ils ont fait, de ce que leur cabinet a réalisé. Il n'y en a pas beaucoup. Le président de la République a dit à un moment donné qu'il fallait tous les 3 mois essayer d'évaluer des ministres, d'évaluer des entreprises d'État, etc. Travail qui n'a pas été fait, puisque ça n'a pas été suivi des faits, puisqu'il a des collaborateurs qui n'ont pas, je ne parle pas des connaissances, qui n'ont pas le sens d'accompagnement du chef de l'État, qui n'ont pas le sens d'engagement pour pouvoir penser au peuple, que le travail soit fait, minutieusement fait pour qu'il y ait des résultats. Voilà. Les hommes politiques réels, il n'y en a pas. Il faut créer des hommes politiques. Comment les créer, c'est ça? Comment les créer? Une nouvelle génération, une nouvelle classe politique? Nouvelle génération, mais quand tu regardes l'enseignement, qui est au rabais, pas par le fait que... Il est au rabais, pourquoi? Parce que l'enseignant est mal payé. Un professeur d'université qui a 5, 7, voire même 10 universités, il va enseigner. Qui enseigne à l'université aujourd'hui à Kinshasa ou au Congo? Ce sont des assistants qui ont besoin eux-mêmes d'être encadrés. Ce sont ceux-là qui enseignent, puisque les titulaires n'est pas là. Il est dans plusieurs universités, s'ils ne sont pas à l'étranger. Comment voulez-vous que le savoir progresse quand l'enseignement est tiré au rabais par ceux-là même qui pouvaient aider l'université à aller vers le développement, à pouvoir en fait créer, développer, inventer, suggérer même à l'État, au gouvernement de pouvoir progresser. Ceux-là même qui pouvaient le faire. Alors, mais quel programme? Nous devons rester dans la théorie. Non, changer un peu. Il faut changer un peu. Associer la théorie à la pratique, comment? Oui, puisqu'un ingénieur sort d'ici, il est ingénieur de nom. Il y a très peu de laboratoires dans les écoles qui forment les ingénieurs. Alors qu'ailleurs, ils ont plus de pratiques que de théories. Quand ils sortent de l'université, il y a déjà une certaine pratique. Pratique acquise non seulement dans les laboratoires au niveau de l'université, mais aussi pendant le cursus académique, ils font des stages. Quand tu prends un jeune qui sort de l'IEC, l'école de commerce, l'Institut supérieur de commerce, mais vous verrez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien puisqu'ils ont fait un stage, non seulement à l'Institut, d'un mois, où c'est le vide, où ils ont été à l'INSS qui est devenu CNSS, ou ailleurs, mais un mois. Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre en un mois? Ils sont là pour faire des photocopies. Mais monsieur Ngandi, oui. Kassendi, oui. Kabo, oui. Diaspora, oui. titre. Et fier de l'être. Du mot, fier de l'être, comme vous avez martelé. Mais la diaspora, dans ce gouvernement, on vous a associé. Et quel est votre apport? Et quelle diaspora? Quelle diaspora? Non, pas de confusion. Non, il y a une confusion du genre. Je ne dis pas que tous sont à mettre dans le même sac. Il y a des gens qui viennent de la diaspora, qui ont une certaine expérience, qui ont ce que moi j'appelle les 3 S. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Ceux-là, pour la plupart, sont restés en Europe ou en Amérique, puisqu'ils ont un emploi. Ceux qui ont le savoir, 3 S. 3 S. Le savoir-faire et le savoir-être. Ils sont restés en Europe. Pour la plupart. Et ceux qui sont ici avec nous? Il y a sur 10, il y a peut-être 2 ou 3 qui ont les 3 S, le savoir, savoir-faire et le savoir-être. Mais la plupart, ce sont des militants qui étaient au Canada. Il ne faut pas minimiser les autres comme ça. Je ne minimise pas, puisque je sais que là-bas aussi, pour trouver un emploi, c'est pas évident. Il y en a qui ont eu des diplômes. Il y en a qui ont des diplômes universitaires et autres, mais qui n'ont pas pu mettre le pied à l'étrier, être dans l'entreprise et occuper des fonctions. Comme nous avons eu la chance. Moi, j'ai eu la chance de travailler non seulement dans les médias, presse écrite, radio, j'ai eu la chance aussi de travailler au niveau des entreprises d'économie sociale. Là-bas en Europe? Là-bas en Europe. Quelle chaîne? Non, j'avais une radio qui s'appelait Black FM. Au-delà de Black FM, j'ai travaillé dans d'autres médias. À Paris. À Paris, Black FM. Black FM, j'ai travaillé comme responsable numéro 1 de Black FM. J'étais un des premiers noirs à avoir une radio FM.
Pendant que notre ami Christian Ça peut avait Radio Panique. Panique, j'ai été là-bas une fois seulement. Donc vous avez commencé à voir Christian Soukounou. Plus ou moins la même période, puisque Oui. les radios sont nées, puisque moi, après j'ai bifurqué au niveau des entreprises privées, je suis pas Black rentré. FM. Black FM, j'ai travaillé à Radio Soleil, j'ai travaillé pour les Antillais aussi, Tropic FM, j'ai travaillé à Antenne Pilipili, c'était une radio d'un français. Pilipili, c'est aussi un mot lingala qui est dans les dictionnaires. Comme aujourd'hui, on a mis dans le dictionnaire le mot cadonné qui n'existait pas. Cadonné. Il m'a cadonné, oui. Ouais, ouais. Donc, j'ai dit, j'ai eu l'expérience réelle dans les entreprises que j'ai dirigées. J'ai été responsable des comités d'entreprise. Il n'y en a pas ici. J'ai été responsable des syndicats, non seulement au niveau de mon entreprise, j'ai été aussi au niveau de la région parisienne et au niveau national. C'est pas peu de choses. J'ai acquis beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. L'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, ça fait partie de conglomérats d'entreprises dans ce qu'on appelle la caisse de dépôt et consignation. Ceux qui connaissent la France connaissent l'importance de cette entreprise au niveau de l'économie française. Donc ces expériences acquises, si je suis venu ici, je suis venu avant même que le président Tshisekedi prenne le pouvoir. Je suis venu pour une visite privée, le parent malade. Il fallait administrativement régler un problème de parcelles et autres. C'est pour ça que je suis venu ici. Je n'étais pas venu pour le pouvoir, pour avoir le pouvoir, être parmi les diasporas. Nous sommes nombreux à être restés en Europe dans des groupes même de réflexion, dont le père de notre ami de Top Congo, le docteur Lusako, ne faisait partie. J'ai été chez eux à 2 reprises vers l'île, là-bas. Mais il y a des gens qui réfléchissaient, qui continuent à réfléchir, qui ne sont pas là, à qui on ne fait pas confiance. La plupart des gens qui sont venus ici, une bonne partie, c'était des militants en Europe ou des chômeurs, excusez-moi. Très peu ont quitté leur poste pour venir ici. Très peu. On sait qu'en Belgique, c'est pas facile de travailler. En dehors du fait d'être transporteur, d'être gardien, il y a très peu qui sont... Donc on peut être chômeur, mais quand même on a la connaissance. Oui, l'environnement aide, mais il n'y a pas mieux que le fait de mettre le pied à l'étrier. Vous pouvez avoir la connaissance, vous êtes sorti d'une université en faisant du journalisme, ou de l'IFASIC, ou de l'université de Kinshasa, ou d'ailleurs, mais tant que vous n'avez pas mis le pied à l'étrier, c'est-à-dire devant le micro, devant une feuille de papier, vous n'avez pas encore les connaissances du métier. Pour avoir la connaissance du métier, il faut être là et devenir acteur dans le métier que vous avez choisi. C'est un peu ça. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de capacités. Beaucoup ont le savoir. Là où ça pêche, c'est le savoir-faire, c'est-à-dire l'expérience positive, mais aussi le savoir-être qu'on appelle en lingala bomoto. Mais en termes de savoir-faire, Ouais. le savoir-être, Oui. savoir-être, Mais vous voyez les gens qui ont le savoir, Oui. les bons diplômes, qui ont le savoir-faire, bonne expérience, notamment à l'étranger, mais quand vous leur donnez des responsabilités ici, ils se comportent mal. comment ça? Vous avez Plusieurs paramètres. de preuves? Les preuves, il y en a. Je n'ai Comment? pas besoin de vous les donner. C'est-à-dire, on me nomme mandataire. J'ai trouvé une entreprise avec un nombre de salariés bien défini. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais embaucher 200, 300 personnes avant de quitter l'entreprise. C'est manque de savoir-être. Manque de savoir-faire en même temps. Puisque tu mets l'entreprise en danger. Pour le Tu augmentes, des agents. tu augmentes, oui, tu L'enveloppe augmentes salariale. l'enveloppe salariale. Tu mets l'entreprise en difficulté. Voilà le manque de savoir-être. Le manque de savoir-être, c'est aussi, je viens là, je confonds l'argent de l'entreprise avec mes fonds propres. Pas de Le manque de confusion. savoir-être, ça pose un problème. C'est pour ça qu'il est rare de trouver des gens avec les 3 S. Donc nous devons Mais vous avez ça, vous. Moi je peux le dire. Monsieur Ngandi. Monsieur Kasséni. Gandhi a ça. Ah ça. Oui, le savoir-faire et le savoir-être. Vous me mettez dans une organisation, quelle que soit l'organisation, je vais regarder, je vais évaluer, je vais étudier avec ceux qui sont là, savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Entre ce qu'ils me disent, ce que moi j'observe, ce que les autres experts me disent, je sais comment régler le problème. Il y a beaucoup d'entreprises ici qui fonctionnent avec un personnel pléthorique. Pour rien. Pour rien, ce n'est pas l'avantage des salariés et encore moins de l'entreprise. Moi, je préfère avoir les salariés, un nombre de salariés bien défini, mieux rémunérés et que l'entreprise aille de l'avant. La plupart des entreprises, para-étatiques ou étatiques ici, sont déficitaires par le fait qu'il n'y a pas des évaluations par rapport à la productivité, par rapport à l'apport de chaque salarié,
par rapport aussi à la motivation des salariés, qui est un élément important pour que l'entreprise aille de l'avant. Un salarié que vous payez, par exemple, $100 et un salarié que vous payez $300, la motivation ne sera pas le même. Différente. Ce ne sera pas la même motivation. Celui qui est mieux rémunéré, qui socialement a des avantages au niveau de son entreprise, voudra donner le meilleur de lui-même. Très bien. Ce qui n'est pas le cas souvent. Évoluons. 9e jeu de la francophonie, Monsieur Ngandi Kassende Bokabo. Son impact. Ah oui. En termes clairs. En termes clairs. Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Qu'est-ce que le Congo gagnera? Même si vous n'étiez pas là, il y a des bouquins, on peut être là à travers l'histoire, les éléments d'histoire. Premier événement important que ce pays, le nôtre, organise après les indépendances, c'était en 1974. Qu'est-ce que nous avons organisé? Le combat Ali Forman, qui est resté dans l'histoire. Même les enfants qui n'étaient pas nés connaissent le combat Ali Forman. Ça s'est passé où? Ils connaissent Kinshasa, Zaïre, qui est devenu la RD Congo aujourd'hui. 74 aussi, un autre événement de taille. Nous sommes le premier pays d'Afrique noire, je précise, à participer à la Coupe du Monde. On est 49 ans après. Ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui, je dis nous, les sportifs, Oui. le gouvernement et nous, peuples qui sommes autour pour soutenir que ces jeux-là existent. Mais ces détails, ne serait-ce que sur le plan moral, c'est un événement important. Quand on regarde sur le plan de réjouissance, c'est aussi important. Le problème, c'est que nous, on ne s'attarde pas là-dessus. Un être, le bien-être, c'est pas seulement le fait d'avoir mangé du poulet tous les jours ou de la viande. Le bien-être, c'est aussi savoir jouir, se réjouir. Sauf qu'on ne mesure pas. On peut mesurer le PIB, le PNB, mais on ne mesure pas le degré de bonheur, même d'un instant qu'un peuple peut avoir par rapport à un événement bien défini, un événement culturel ou un événement sportif. Au-delà de ça, je pense que c'est une chance pour certaines de nos compatriotes qui ont des entreprises, qui n'ont jamais eu de marché important. Aujourd'hui, le fait que, si je peux le citer, une grosse entreprise qui s'appelle ABC, qui est un ensemble de plusieurs entreprises dans les domaines différents des infrastructures, et le marché pour réhabiliter le stade Tata Raphaël, le stade du 20 mai, moi je dis c'est déjà une première, puisqu'il y a pas mal de familles dont le monsieur ou la dame a eu un emploi. Il y a à peu près 10 000 emplois directs ou indirects que l'organisation de la francophonie a créés. Même si c'est pour 3 mois, 6 mois, 1 an, il y en a qui sont là depuis presque 2 ans. Mais ça a quand même permis à ce qu'on mette du beurre sur des légumes. Ça fait toujours du bien. Mais aussi sur le plan toujours économique, il y a des hôteliers qui vous diront qu'ils ont augmenté leur chiffre d'affaires par le passage de ces athlètes ou des gens qui les ont accompagnés. Près de 88 pays. Hein. Ouais, près de 88 pays de la francophonie. Il y a près de 40 pays qui sont présents ici aujourd'hui, sans compter les accompagnateurs, même leurs familles pour certains. Tout ça, ils occupent des hôtels, ils vont dans les restaurants, etc. Mais ça donne un plus, pas pour ces petites entreprises ou moyennes entreprises. C'est sur le plan économique. Sur le plan politique et social, ça crée un instant une certaine unité pour les gens intelligents. Là, on n'est plus de la Mouka, on n'est plus de l'UDPS, on est Congolais. On dit il faut que nos équipes... Dans la culture nous unit. La culture et le sport nous unit. Mais demain, si on n'est pas bête, ce qui a été fait par le président actuel, il ne faut pas qu'il s'arrête là. Il faut qu'il reprenne en main les stades municipaux. Il faut que dans chaque commune, il y ait au moins un stade moyen où les jeunes peuvent faire, qui ait des activités, du basket, du volley. Il faudra aussi, et dans l'avenir, je pense que le gouvernement qui viendra en 2024, on fera du sport et de la culture un élément de l'éducation. Il faudra un grand ministère de l'éducation nationale, jeunesse et sport. À l'époque, les Belges avaient laissé dans les grandes écoles des structures sportives. On commence depuis l'école maternelle, faut du sport. Primaire, secondaire, université, du sport. C'est important pour l'équilibre des jeunes. Il y a des jeunes qui abandonnent les études. Alors que s'il y avait le sport, ils viendraient pour le sport,
avec à côté, on les obligerait d'une manière ou d'une autre à les intéresser à faire des études. Il y a dans le pays développé, il y a maintenant des sports-études. Dans le pays développé, notamment les cas de la France, il y a des facultés où on forme des gestionnaires des structures des sports. Mais ici, on prend n'importe qui, puisqu'il est vedette, puisqu'il veut devenir sénateur ou député plus tard, il va s'intéresser au sport pour mettre un peu d'argent, pour demain il soit sénateur, et puis après il abandonne. Il faut qu'il y ait une politique de la jeunesse, à commencer par l'éducation, jeunesse et sport, que ce soit un gros ministère, et que chaque municipalité ait des moyens pour mettre qu'il y ait des structures de sport dans notre pays. Ce qu'on a fait pour le On doit professionnaliser ces secteurs-là. Oui, ce qu'on a fait pour le stade Tata Raphaël Vermet. Mais comment l'entretien maintenant, le volet entretien? Je pense que le président y a pensé et j'espère que ça suivra. Il faut qu'il y ait une équipe, notamment ceux qui ont restructuré, qui ont réhabilité ces stades-là. Coup de chapeau, hein, c'est vraiment à féliciter. Mais il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Regardez le stade qui a en face de la commune de Kinshasa, le stade Vélodrome, qui est sur l'avenue Kassavoubou. Il faut réhabiliter ce stade mythique. Il faut réhabiliter le stade de Vélodrome aussi de Kitambo, le stade de Bandal. Il faut réhabiliter tous ces stades, toutes ces structures sportives et aussi structurer ce qui est culturel. Je vous donne un exemple côté culture, puisque c'est aussi important. La France dépense dans son budget 13% de son budget pour la culture. Ça rapporte, une fois qu'on a des bénéfices, plus de 30% des avoirs. Chéri Samba, un autre exemple, qui est congolais, qui n'a pas fait des études supérieures d'art, il a vendu une de ses œuvres, c'est un tableau, à plus de 1 million de dollars. C'est pas peu de choses. On a vendu en France un oreiller fait en raffia chez les Chokwe ou les Kuba du Congo à plus de 2 millions d'euros. Nous avons en Occident tout ce qui est sculpture. Les sculptures qui viennent d'Afrique, c'est-à-dire surtout du Congo, est plus appréciée que ce qui vient ailleurs. Pourquoi? Parce que les définitions sont bien faites. Mais on n'a jamais su comment s'imposer, avoir une industrie culturelle, que ce soit au niveau des arts et autres, même au niveau musical. Et regardez, est-ce qu'il y a deux groupes, comme le groupe de Fali, qui peut aller dans le monde entier, tourner en Asie, en Europe, en Amérique, et qui a engouement du public? Non. On citera Fali, on peut citer Kofi et les autres. Mais l'État regarde comme ça, les entreprises privées d'ici regardent comme ça, béatement. Et donc, que doit faire le Fonds de promotion culturelle? Mais il faut qu'il s'implique. Moi, je n'ai jamais senti un bon ministre de la culture dans ce pays. Jamais. Non seulement l'État peut mettre des moyens pour pouvoir créer une industrie culturelle, mais si nous on met des moyens, vous verrez que même les entreprises extérieures, les entreprises étrangères viendront s'impliquer. Là où il peut y avoir des intérêts, ils viennent. Mais nous, on doit donner l'impulsion qu'on ne donne pas aujourd'hui. On doit donner l'impulsion qui n'existe nulle part. Ça pose un problème. Alors que nous avons en fait des capacités énormes. Je peux vous citer quelques exemples. Vous connaissez, même vos téléspectateurs connaissent, les talents que nous avons au niveau du football en Europe. On parle moins à ceux qui sont au Canada, notamment au niveau du football américain, au Canada et aux États-Unis. On parle de quelques-uns au niveau du basket, notamment Wembonia, qui est maintenant parti aux États-Unis, qui est un franco-congolais, qui est parti aux États-Unis. Vous entendrez d'ici 1 an ou 2 ans, il sera millionnaire. Ce sera quoi? Le drapeau, certes français, mais aussi le drapeau congolais, puisque c'est un de nôtres. Donc, nous, on néglige nos talents. Des talents, il y en a ici, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan sportif. Il faut qu'on fasse un effort là-dessus pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire profiter notre pays de tout ça. Donc, ce sommet, mais pas le sommet des francophones. Le jeu de la francophonie, c'est d'un grand apport. La francophonie, certes, il y a la langue française, mais c'est aussi nos langues, nos cultures qui sont mises en exergue. Aujourd'hui, il y a un mot congolais, je vous ai dit, Kadone. Il y a aussi, on ne l'a pas dit dans le passé, le mot pilipili existe dans le dictionnaire depuis des années. Le piment. Excusez-moi. Pilipili existe dans le dictionnaire français. Il y a aussi le mot boana. Chez nous, on parle Swahili de boana. Messieurs, ça existe dans le dictionnaire français.
C'est-à-dire, plus on sera visible, plus notre rapport se verra au niveau de la francophonie et de la langue française. Ces événements seront regardés dans le monde entier, puisque TV5 passe dans le monde entier. TV5 va relayer. Même si aujourd'hui, France 24 et RFI n'ont pas réellement relayé, en dehors de la publicité qu'on a passée dedans, demain, ils seront obligés, ou à partir de ce soir, ils seront obligés d'en parler. Très bien. Et ça fait la force de notre pays. Mais bien sûr, mais à condition qu'on ne s'arrête pas là, qu'on continue à nous diversifier, qu'on continue à développer les structures sportives et culturelles. D'ici septembre, octobre, on va inaugurer le centre culturel africain qui est en face du Parlement. J'espère que ce sera un endroit aussi où va exister l'effervescence de tout ce qui touche la culture, que ce soit musical, disons de l'art premier et autres. Donc petit à petit, on va y aller, mais il faut soutenir ce genre d'action. Très bien. Alors nous tendons vers la fin déjà parce que, excusez, nous allons évoluer. Il nous reste, je crois, quelques 2 minutes, monsieur Ngandi Kasende Bokabo. Nous finissons parce que là, il y a des politiques. Oui. C'est pas peut-être une dose politique pour pourquoi pas conclure, clore en beauté. Quel conseil donnerez-vous ou allez-vous prodiguer aux politiciens et surtout aux opposants qui jusque-là insistent sur l'audit du fichier électoral et qui veulent à tout prix que les choses soient claires à ce niveau-là et d'autres ne se sont pas alignés. Alors vous, en tant que politologue aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je peux dire qu'il y a des moments importants dans la vie d'une nation, d'un État. Ces moments-là, c'est des moments où il doit y avoir convergence. Quelle que soit son étiquette politique, son idéologie, il y a des moments importants qui devraient être des moments historiques. À la fois comme ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa, pendant 1 semaine et demie, ça devrait être soutenu par tout le monde. Et j'ai bien aimé l'implication de Dombassi, qui vient de la Mouka, qui a fait des prestations. Ados Ndombassi. Moi, j'applaudis un homme culturel. Un homme culturel. Culturel. Mais j'applaudis de demain. Si d'autres politiques pouvaient emboîter le pas, faire et dire ce qu'il a dit, ce serait une bonne chose. En ce moment, on connaît la guerre à l'Est. Au lieu que, quand il y a des débats, notamment chez vous, qu'il y ait des gens qui tapent sur le dos du président de la République en disant incapable d'arrêter l'occupation de Rwandais à l'Est, tout le monde devrait... Mais ça s'est fait. Boulot, hein. Non. Le travail s'est fait. Le travail s'est fait. Mais que les gens qui sont dans l'opposition, dans la résistance, pensent et sachent que il faut un coup de main de tout le monde, qu'on regarde dans la même direction pour non seulement recouvrir nos territoires, faire en sorte de pacifier l'Est et le reste du Congo. Pas compter les coups, savoir le Rwanda a donné les coups au pays, le président est incapable, il n'a pas le leadership, ou alors voyons Kwamout et autres, c'est-à-dire boutons l'ennemi dehors. Le reste, s'il y a une guerre à se faire entre nous, interne, ça c'est autre chose. Et qu'est-ce qu'ils auront comme argument si la guerre de l'Est prenait fin? C'est ça le comble, puisque je vous ai dit, on n'a pas de vrais politiques. Mais non, ils vont manquer d'arguments. Comme aujourd'hui, il manque d'arguments, beaucoup souhaitaient à ce qu'il y ait échec sur l'organisation des Jeux de la francophonie. Je pense, et je l'espère, d'ici la fin des Jeux, que ce soit une réussite. Mais cette réussite ira droit au cœur de tous les Congolais, ou du moins de la majorité des Congolais, y compris... Mais sur le plan infrastructure, on a bénéficié. On a bénéficié aujourd'hui, on bénéficiera demain. Piscine olympique, oui, à Linikin, oui. Il y a des salles qu'on a construites et on a réhabilité. Tout est vraiment classe, hyper classe. On doit féliciter. Il faut applaudir. Il faut dire bien, c'est ok. Il faut applaudir. Monsieur. Sur le plan de l'Est, moi je crois, j'étais de ceux qui ont applaudi quand j'ai appris la nomination de Bemba à la tête du ministère de la Défense. J'ai dit, on voit l'horizon. Et je pense que je ne me suis pas trompé. D'ici, avant la fin de l'année, vous verrez des prouesses que l'armée fera. On voit déjà des prouesses que nous avons par rapport au matériel acheté. Et les gens pensent que Bemba rêve. Bemba ne peut pas rêver. Il travaille nuit et jour. Mais il travaille là-dessus. On verra des résultats. Et moi, je suis de ceux qui le soutiennent. Donc, je pense que demain, il y a des jours, des beaux jours. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Ngandi Kasende Bokabo Diaspora. Oui. 3S. Savoir-être, savoir-faire.
et savoir, Non, savoir faire et oui. savoir être. Dans les trois, il en a. Mm. Il vous a confirmé. Mais il faudra que, là je complète mon ami Oui. Pati Ilendo. Oui. Maître Pati Ilendo. Je le complète puisque lui, il est chantre de la méritocratie. Moi je dis il faut ajouter à la méritocratie les 3 S. Puisque dans la méritocratie, on peut mettre aussi le militantisme. Le militantisme ne fait pas du travail. Il fait le travail idéologique, mais ne peut pas faire le travail technique. Très bien. Donc de la méritocratie, oui, méritocrate en ayant les 3 S. Très bien. Ça, c'est. Monsieur Maître Pati, Oui. compliment. Hein. Il faut ajouter. À la prochaine occasion, peut-être un mot. En termes de Un conclusion. mot, on ne l'a pas dit. Celui qui sera président de la République, que ce soit M. Fachi, demain, 2024, que ce soit un autre, j'espère que ce soit lui, puisqu'il a commencé un travail, il faut qu'il aille jusqu'au bout, qui donne l'occasion aux gens comme Bemba de pouvoir continuer à réformer l'armée. Nous avons loupé le coche à l'indépendance. Le pays n'a pas décollé du fait qu'à la base, nous n'avons pas imaginé construire un État pour le développement. Nous avons hérité d'un État colonial qui était géré par un gouverneur général, 6 gouverneurs de province et 10 directeurs généraux qui ont construit ce pays tel que nous l'avons trouvé en 60. Mais nous, des 60 jusqu'à aujourd'hui, on a plutôt cassé le peu que les Belges avaient construit. Avec 30 ministres, 40 ministres, jusqu'à aller 60 ministres. Moi, j'ai dit que le prochain président, que ce soit Tshisekedi ou quelqu'un d'autre, doit revoir la copie. Nous devons créer, refonder notre État sur une base d'une administration saine et solide. On n'a pas besoin d'avoir plus de 25 ministères. On n'a pas besoin d'avoir des ministères provinciaux. On n'a pas besoin d'avoir des députés provinciaux. Que ce soit la dernière législature pour les députés provinciaux, dernière législature pour les ministres provinciaux. Je sais qu'à l'époque, mon père fut le numéro 2 de la ville de Kinshasa, Bokabo Batikele, Polycarpe. Okay. Donc, ils avaient juste quelques directions. À la tête, il y avait le premier bourgmestre, et le premier bourgmestre adjoint et le deuxième adjoint, et les directeurs. La voirie était impeccable, tout était impeccable vers les années 70, début 80. Mais aujourd'hui, avec les ministères provinciaux, les députés provinciaux, vous voyez le combat qu'il y a aujourd'hui entre les deux, le gouverneur et le président de l'Assemblée nationale. Provincial. C'est du nord provincial. Ça pose un problème. On marche sur la tête. Et le peuple, nos populations sont où? Qui regarde les choses, qui revendique le peuple au quotidien? Ça pose un problème. Il faut refonder l'État, surtout refonder notre administration. Ça, c'est capital, hein? C'est très capital. Développement à la base aussi. J'en profite pour dire un mot sur ça. Il y a un de nôtres, à l'époque, un de nos parents, qui s'appelait Mabika Kalanda, dans la politique congolaise, qui a écrit un livre, La remise en question, pour pouvoir dire ce que je dis là, dans les médias, qui disait qu'il fallait refonder l'État, lui donner des objectifs de développement par rapport à nous qui sommes devenus indépendants. On ne l'a pas écouté. Il a écrit en Chiluba, Tabala. J'ai demandé ce bouquin avec une traduction. Pour le moment, je ne l'ai pas. Le Tabala qui est devenu aujourd'hui l'Amouka. Je pense que c'est Tshisekedi qui a dû donner ça en transformant le mot en Lingala. Il y a que Mobutu qui s'est rapproché de lui en le nommant ministre, mais c'était trop tard. Il n'avait pas beaucoup de temps pour vivre. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. On doit révisiter l'État, surtout son administration, qu'elle soit efficiente et efficace. Très bien. Merci beaucoup, cher Grandi Fassindi. Merci beaucoup. À la prochaine occasion, et nous profitons pour clore, souhaiter un heureux anniversaire à Madame Hermelia Bokako. Hermelia Bokako. Et pourquoi pas aussi Aureliane Mwimba. Aureliane Mwimba. Je peux aussi vous souhaiter un bon anniversaire à une de mes nièces, Vanessa, qui fête son anniversaire. Vanessa. Bokako toujours? Non, Batoafé. Ah bon? Oui, Batoafé. Batoafé. Oui. Ah bon. Bon anniversaire à vous. Qui est à Mimosa, oui. C'est qui? Vanessa. Très bien, bon anniversaire à vous, Vanessa. Alors, ça n'est fini, nous vous rappelons à chaque fois, il faut prier. Je crois bien Karine Bébé, cette fois-ci, aujourd'hui, quand vous allez suivre cette émission, quand vous êtes là en train de filmer, il faut aller.
Mais c'est la prière, c'était Ousmane. C'est un cadre bien aménagé pour une bonne prière, sans nuisance sonore. Il y a des chambres, il y a la bibliothèque, il y a la restauration. Vous pouvez faire des veillées de prière, Karine et bébé. Vous allez prier calmement hein, pour pardonner, hein, pour avoir ce cœur qui pardonne. C'est un cœur aimable. Hein, vous savez, Karine et bébé, c'est très capital. Et j'ose croire que dans ce calme-là total, vous allez prier et Dieu va exaucer votre prière. C'est un cadre que M. Bienvenu Ansima de Lancel a mis à votre disposition, homme de Dieu, révérend pasteur, chante de l'Éternel, même les politiciens, même les politologues, pouvaient aller là-bas prier pour remercier Dieu, vous savez, au lieu d'aller dans des forêts, escalader des murs ou des montagnes, vous allez vous faire fracturer. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, d'important, qui correspond à la philosophie qui gère des religions et aussi des rapports à Dieu. C'est-à-dire à savoir, moi je ne suis pas de ceux qui demandent à Dieu. J'estime que Dieu a donné à tout le monde, que ce soit les Asiatiques, les Européens et nous. Mais moi je vais à Dieu pour remercier chaque jour ce que j'ai pu avoir de positif. Puisque Dieu ne peut pas être un Dieu partial, c'est-à-dire donner aux Européens, donner aux Asiatiques, pas à nous. Mais aujourd'hui, nous dormons, nous on attend que ça tombe du ciel, on pense que la prière fera qu'on ait un visa, on pense que la prière